Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique d'affrontement. Réactualisation d'une idée reçue. Le mythe du péril jaune dans Indochine de Régis Varnier 1992. Delphine Robic-Diaz. À vaincre sans péril on triomphe sans gloire. L'adage est ancien, 1637. Contemporain de l'arrivée du père Alexandre de Rhodes, premier évangéliste parvenu sur le territoire de la future Indochine 1624 à 1645. Mais aussi ancienne soit-elle, l'implacable lucidité de cette sentence n'en cesse pas moins d'être vraie et se vérifie tout au long de l'histoire coloniale et de l'implantation européenne, française, dans des contrées autochtones, indo-chinoises. Pour que la conquête soit glorieuse, il faut non seulement identifier son ennemi et le vaincre, mais que celui-ci soit l'incarnation d'un grand danger, d'une réelle menace afin de pouvoir pleinement profiter d'une légitime victoire. Diabolisation, stigmatisation et simplification schématique sont les trois armes privilégiées du discours sur l'altérité afin de poser et de défendre les vertus de l'identité. Ainsi le péril jaune apparaît-il comme l'antithèse du bon sauvage, et les deux mythes s'opposent très exactement. À l'innocente mièvrerie de l'un, incarnée par le personnage de l'ingénu de Voltaire, répond la perfide duplicité de l'autre, personnifiée par le machiavélique Dr Fu Manchu créé par Saxe Rohmer. Le péril jaune est avant tout une formule raciste qui associe l'idée de danger à celle de l'altérité asiatique, à une couleur de peau. Tout comme l'expression dérivée péril rouge était le fruit d'une propagande politique cherchant à réduire l'opposition y compris dans sa dénomination, les termes péril jaune sont issus d'un discours idéologiquement marqué, d'une prise de la parole par le dominant colonisateur sur des peuplades assujetties à une tutelle raciale. Pourtant, on ne parle jamais de péril noir pour désigner un danger venu d'Afrique. Est-ce à dire que l'Asie bénéficie d'un statut particulier, valorisation au négatif, qu'elle est considérée comme potentiellement plus dangereuse par l'Occident? C'est notre avis, et les biais employés dans le discours contemporain sur la colonie indo-chinoise par le cinéma, nous semblent corroborer ce postulat. Ainsi, au-delà du discours colonial précédant les guerres d'indépendance, mettant en scène, dans une sorte de premier degré idéologique, l'infériorité communément admise de l'autochtone, puis du discours post-colonial, caractéristique des années suivantes, obligeant à reconnaître une stricte égalité entre anciens dominants et anciens dominés, se fait progressivement jour un discours que nous qualifierons de néocolonial, revisitant le fond raciste d'un certain nombre de clichés à travers une forme résolument contemporaine et tolérante. Mais cette démarche occasionne bon nombre de relectures et donc d'anachronismes dans la restitution d'une époque, au niveau des comportements et des mentalités notamment. En outre, la tolérance apparaît ici comme un compromis et non comme une acceptation inconditionnelle de l'autre et de sa différence. Dans le cas précis d'Indochine de Régis Varnier, 1992, nous étudierons la réactualisation d'une idée reçue d'ordre racial à partir de l'exemple du mythe du péril jaune et de ses occurrences plus ou moins manifestes. En effet, par sa mise en scène contemporaine, l'identité de l'altérité asiatique est ici mise en jeu. Cette démarche comprend, comme le souligne l'ambiguïté de notre formule, deux aspects. La première approche tend à conférer un statut strictement équivalent aux colons et aux colonisés d'antan, l'identité de l'altérité valant, égalité entre l'autre et le même. Mais le second versant de notre formule est bien moins altruiste et constitue une tentative masquée de réduire l'altérité à l'expression d'une identité par décalque. L'identité de l'altérité, revenant à l'annihilation de la différence. De ce fait, le modèle occidental reste prédominant et la mainmise de l'ex-oppresseur sur l'ancien colonisé se trouve réactivée par un moyen détourné. Pour stigmatiser l'altérité dans toute l'ampleur de sa différence, l'imaginaire collectif via la littérature exotique s'est cristallisé autour d'un représentant menaçant de l'identité asiatique indo-chinoise, le Tonkinois. Le Tonkin était la province la plus au nord de l'Indochine, en contact direct avec la civilisation chinoise, ce qui permit de présenter le Tonkinois comme un sous-produit de la culture chinoise essentiellement fourbe puisqu'il déguisait sa nature profonde, chinoise, sous une dénomination vague et trompeuse. Le Tonkinois est un Chinois qui se défend de l'être, mais qui n'en cesse pas moins d'incarner la barbarie asiatique. Les Français se servent des préconstruits de l'imaginaire collectif autour de l'hostilité du milieu asiatique,
nature et habitants, datant des premiers temps de la colonisation, pour activer le mythe du guêpier tonkinois. Ils utilisent ainsi une figure marquante de la conquête du territoire, l'ennemi d'alors, le pirate tonkinois, pour influencer durablement l'imaginaire métropolitain quant à la nature résolument hostile des indigènes. La fascination exercée par la piraterie tonkinoise allait fournir à la littérature d'imagination un domaine d'invention des plus fertiles. La lutte contre les brigands chinois ou vietnamiens offrait en effet un terrain propice aux rêves d'aventure. Sa relation devait donner naissance à l'une des formes de la littérature exotique française concernant l'Indochine, faite d'actualité et d'épopée. D'horreur aussi, selon les termes de Louis Malray, parce que cette lutte devait d'une part se dérouler dans un pays sauvage et sinistre à souhait, de l'autre emprunter 1000 ressources dramatiques aux impulsions primitives de l'âme asiatique, la ruse, la perfidie, la vengeance et la haine, la dissimulation et la cruauté. S'interposant entre la conquête du Tonkin et l'installation définitive de l'ordre colonial, la période de la piraterie ne constitue cependant qu'un bref intervalle d'une vingtaine d'années. Elle correspond à l'ère des troubles consécutifs à la prise de possession du pays par la France, et qu'il a fallu réduire par l'important travail de pacification. Le lieutenant Hébrard dans Indochine l'a compris, il n'existe plus de pirates tonkinois au Tonkin dans les années 1930. Il ne s'agit que de conforter les préjugés métropolitains, de leur donner une réalité, pire de créer l'hostilité des populations locales par des coups d'éclat arbitraires pour justifier la présence française et la répression, l'écrasement, l'assujettissement des autochtones. Ici observation des mouvements des marins étrangers, des sampans, des pêcheurs. Rien. Les pirates passent au large, très très loin d'ici. Alors de temps en temps, il faut rappeler au monde notre présence, notre mission. Faites tirer le canon sur une cible, une barque suspecte. Rien quoi. C'est en ces termes que Hébrard expose brièvement à sa nouvelle recrue, le lieutenant Jean-Baptiste Le Guen, Vincent Pérez, les motifs de leur affectation sur l'île du Dragon lors d'un rapide tour du propriétaire. Un peu plus tard, pour justifier l'assassinat gratuit d'un petit garçon, il déclare qu'il était un danger public, un hystérique, le diable gesticulant, hurlant. Le Tonkin est une poudrière, ses habitants sont diaboliques. La mission des Français est d'enrayer cette menace, de contenir le danger voire d'éradiquer le péril jaune. Le Tonkin et par là même l'Indochine sont donc surdiabolisés, à défaut d'être compris, fondus et confondus avec la Chine, donnant naissance au mythe du pirate, du sournois tonkinois, véritable ancêtre du péril jaune. Le péril jaune dans Indochine n'est pas qu'une menace historique, diffuse et verbale, mais s'incarne également à l'écran. Conformément au code du discours filmique colonial, la représentation d'une foule autochtone permet d'exprimer une hostilité latente. Les occurrences de ces mouvements de masse, dans lesquels l'identité asiatique n'est absolument pas noyée mais affirmée par le nombre, sont multiples et émaillent tout le film. Ce sont tout d'abord les barques du convoi mortuaire des parents de Camille, Lin Fandan, qui défilent tout au long du générique, chargées d'anamites, d'officiants en tenue de deuil, noire, blanche et mauve. À de telles funérailles, la présence d'Éliane Catherine Deneuve semble fatalement incongrue. Le folklore porté à l'écran est explicitement et uniquement asiatique, jusqu'à la musique accompagnant l'avancée du cortège et dont les sonorités, percussions et vocalises sont clairement connotées afin de permettre un dépaysement immédiat. Ce n'est d'ailleurs qu'au moment où Éliane prend les commandes du récit, voix off, que l'on entend soudain la reprise du thème principal par des violons. Quelques minutes plus tard, c'est le premier affrontement France-Indochine, une compétition d'aviron entre 8 rameurs indochinois, coulis d'Éliane de Vries et 8 officiers de la marine française. Seules des figures européennes sont identifiées et identifiables. Jean-Baptiste Le Guen et Émile de Vries notamment. Cependant, la massification des athlètes indochinois, tant dans la mise en scène de l'embarcation que dans la représentation des rameurs, leur nom étant inaudible, rend leur performance, aussi discrète soit-elle, d'autant plus inquiétante, leur acharnement silencieux ayant eu raison de la confiance des Français en leur propre victoire. Cet avantage est clairement décodé par le personnage de l'amiral Josselin qui déclare à Éliane « Il ne faut pas leur donner des idées de victoire à ces gens-là ». Autre présentation des coulis comme un ensemble en marche, en progrès, œuvrant dans l'ombre avec efficacité. La marche dans la plantation à l'aube,
la brume empêchant de distinguer au premier abord autre chose que des lumières vacillant au loin. Tout d'abord, nous assistons à la récolte du latex, au petit jour, par une tribu d'ombres silencieuses se déplaçant entre les EVA à la lumière de leurs chapeaux lanternes. Le large plan d'ensemble sur une allée d'EVA contribue à donner l'impression d'une fusion entre le paysage et l'autochtone. Les coulis ont beau avancer dans le champ de la caméra, ils n'en restent pas moins flous, indistincts, des éléments du décor au même titre que les arbres, et l'éclaircissement de leur rang au fur et à mesure de leur progression, chacun allant rejoindre son arbre, renforce cette réification des coulis, simples outils de travail. On peut en outre relever la différence de traitement à l'image entre cette armée de coulis, prise comme un tout, le plan d'ensemble gommant les individualités au profit du groupe, et un plan similaire à la toute fin du film quand Eliane raconte la vente du domaine sur des images de promenade nostalgiques parmi les EVA. Dans les deux cas, la scène se passe dans une lumière bleutée, dans une atmosphère enfumée et onirique, mais là où le plan fixe ne prêtait guère d'attention à ces coulis en marche vers la caméra, l'errance d'Eliane, elle, est suivie par un travelling qui accompagne sa silhouette clairement identifiable au premier plan. De plus, dans la scène consacrée aux coulis, l'attention était concentrée sur l'action et non sur l'actant, comme le prouve l'insert sur le chapeau lanterne puis sur la petite serpe qui dégage le conduit par lequel s'écoule le latex le long de l'écorce. A l'inverse, la scène d'Eliane est focalisée sur elle, comme l'illustre l'insert de sa main saisissant l'outil d'un coulis pour recueillir le latex sur son doigt. Eliane est la patronne, elle est humanisée, son corps est porté à l'écran, sa démarche, ses vêtements, la signification mélancolique de cette promenade au petit matin, etc. Tout est souligné par le lent travelling et les inserts. Les coulis, eux, sont réifiés, massifiés, fondus dans le décor comme autant d'éléments d'identification de l'espace, et non en tant qu'être. La plantation est le domaine du blanc, le jaune n'y a qu'un rôle utilitaire. Cependant, la multitude docile des coulis indochinois errant dans la brume au petit matin sans un bruit, bien que paisible, n'en est pas moins vaguement inquiétant. La procession de points lumineux des chapeaux lanternes rappelle que les Indochinois sont les habitants originels du pays, qu'ils sont adaptés à la nature au point de pouvoir s'y fondre, à la différence des Européens, chantres de la civilisation et donc inadaptés en milieu naturel. Ainsi, l'impression d'ensemble de cette scène est celle d'une armée silencieuse de petites lumières progressant avec calme et obstination, comme si ces lueurs diffuses se matérialisaient peu à peu, prenant progressivement corps. Construire son identité par rapport à une forme d'altérité revient à s'identifier, au moins partiellement, à l'autre, la logique voulant que l'on ne puisse comparer que des éléments de même nature. L'adoption peut être l'un de ces processus superficiels de mise en équivalence de l'autre et du même. C'est ce qu'illustre l'existence de Camille dans Indochine. Camille a été élevée comme une petite Française. En Indochine, habillée et coiffée à l'occidentale, scolarisée dans un pensionnat réservé aux jeunes filles de la haute société coloniale, vivant à l'européenne, portant un prénom français contrairement aux autres personnages indigènes. C'est en quittant sa mère adoptive, en traversant pour la première fois son pays pour retrouver celui qu'elle aime, en tuant un homme qui incarnait l'oppression de son peuple dans toute sa violence et son illégitimité, qu'elle construit son identité mixte, hybride, donc profondément indochinoise, à la confluence de deux cultures, et gagne un surnom à la fois nom de guerre et affirmation de cette identité obtenue, la princesse rouge. En tombant amoureuse d'un lieutenant blanc, Camille transgresse la règle tacite de non-mélange des races. Elle doit donc quitter Saïgon pour Hue, afin de renouer avec ses origines annamites et réintégrer l'ordre dynastique traditionnel des Nguyen en épousant son cousin Tan. Mais elle s'enfuit et part à la recherche de Jean-Baptiste. Si celui-ci est l'objet avoué de la quête entreprise par Camille, il ne s'agit pourtant que d'un leurre, car Camille est une figure allégorique du futur Vietnam, de l'Indochine moderne et ce faisant du péril jaune, puisqu'elle recherche avant tout son indépendance, son affranchissement de l'autorité ancestrale de Hue et de la tutelle coloniale française. Ainsi, son périple à travers l'Indochine reprend le motif du voyage initiatique du passage. Jean-Baptiste serait pour Camille, sinon un homme de passage, du moins l'homme du passage. Passage de notre Indochine, celle de Guy, de Madame Mintam et de moi-même Eliane, à une Indochine nouvelle instable, qui m'effrayait car je n'y aurais pas ma place. Ce thème du parcours initiatique se retrouve en particulier dans la construction des personnages. Camille bénéficie en effet,
tout au long de sa route, de l'aide de plusieurs adjuvants, Jean-Baptiste, Tan, Sao et sa famille avec lesquels la jeune fille traverse le Tonkin, et enfin Chui, l'acteur-chef guerriero, afin de déjouer la traque menée par l'opposant, le policier corse Castellani. Il est d'ailleurs remarquable que le rôle du méchant et donc a fortiori de l'ennemi, soit dévolu à un Français, preuve de l'évolution idéologique de la période post-coloniale. Le blanc est montré, et même caricaturé comme un oppresseur, un conquérant, un être impulsif et cruel, une brute persuadée de son bon droit, alors que l'autochtone Camille est un être fragile mais en pleine maturation, prêt à sacrifier son bonheur familial au nom d'une juste cause, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le péril jaune n'est donc plus à prendre au sens littéral. Le potentiel dangereux de l'asiatique se situe désormais plus dans des traits de caractère quasi vertueux, entêtement, intégrité et détermination, que dans des vices ou une prédisposition à la violence et à la cruauté. Comme dans tous les films sur les colonies, le statut de héros est conféré à un personnage de voyageur ayant en charge de découvrir et de prendre le contrôle des nouveaux territoires qu'il traverse. Cependant, cette figure du découvreur était traditionnellement incarnée par un homme blanc. Or en 1992, pour des raisons historiques et idéologiques évidentes, le blanc doit nécessairement reconnaître, voire adopter les modes de vie autochtones, comme Eliane, sans quoi il est réduit au rôle de méchant, abruti par le désir de pouvoir et de puissance, à l'image de Castellani. Pour valoriser l'autre, on peut donc inverser les standards du genre cinématographique colonial et transférer les attributs traditionnels du héros blanc à un personnage autochtone. Dans le cas de Camille, ce renversement est d'autant plus radical que la fonction de l'homme blanc est reprise par un personnage féminin et autochtone, ce qui déjoue la représentation traditionnelle du mythe du péril jaune. Mais il est à noter que son parcours initiatique l'amène d'un statut d'enfant transfuge, anamite élevé à l'occidental, vers une révélation d'ordre ethnique et politique. Camille n'échappe donc pas au trope de l'infantilisation, cliché permettant de poser l'immaturité politique des colonisés, et à son corollaire, sorte de crise d'adolescence menant à une rapide prise d'indépendance. La première étape de son initiation est l'affranchissement de l'autorité maternelle, de l'autorité blanche. Son statut initial de jeune et fille est très proche de celui de la Kongaï. Considérée comme un divertissement par Eliane, Camille incarne le traditionnel personnage féminin soumis des fictions coloniales. Ainsi Eliane de Vries établit-elle un parallèle entre la dernière concubine de son père, Oa, et Camille en comparant les relations de supériorité, d'autorité que tous deux ont établies avec des indigènes. Camille et Oa apparaissent chacune à leur manière comme des formes de divertissement pour les Blancs. En effet, la scène de la répétition de tango est alternée avec la scène dans le bungalow d'Émile de Vries. Ces deux scènes sont habitées par les éclats de rire de Camille. Tandis qu'Eliane et elle répètent. Eliane vêtue à l'asiatique d'une tunique de soie noire et d'un pantalon large menant la danse et dirigeant sa partenaire, Camille, vêtue d'une robe européenne de couleur claire. Émile profite des charmes juvéniles d'une jeune cochin chinoise de la plantation. Dans la scène suivante, Chen, la gouvernante d'Eliane, veut renvoyer la maîtresse d'Émile qu'elle juge trop intéressée. Eliane lui explique alors. Celle-là tu t'arranges comme tu veux mais tu la gardes. Mon père n'a jamais été aussi bien. Il pourrait même sourire un de ces jours. Et s'il était heureux, c'est peut-être la dernière fois qu'il est heureux. Les jeunes filles de couleur sont donc mises sur un pied d'égalité. Camille est ravalée au rang d'objet de divertissement comme la Kongaï. Émile pourrait de nouveau être heureux et rire auprès de sa maîtresse comme Eliane est heureuse et rit avec Camille. La possessivité d'Eliane envers Camille est d'ailleurs soulignée par Jean-Baptiste. Eliane, Camille est jeune et romantique. J'ai voulu la sauver de toi. Jean-Baptiste, la sauver de moi? Mince, c'est terrible Eliane d'être comme ça. Tu veux quoi? Étouffer ta fille comme ton père t'a étouffé? Eliane est assimilée à un homme, son père. Elle est la représentante du colon blanc typique, protectrice, autoritaire, dominatrice. Face à elle, Camille apparaît comme un être faible, dominé. La figure de l'asiatique est donc subordonnée à celle du blanc, et ce rapport de soumission est symboliquement et même schématiquement donné sous la forme un blanc virilisé, homme ou femme paternaliste, un autochtone dévirilisé, désexualisé, féminisé ou féminin. Puis Camille échappe à la sphère du domestique,
Elle accède au statut de femme adulte et surtout se pose en rivale de sa propre mère dont elle ravit l'amant. Cette première mue est symbolisée à l'écran par l'épisode du miroir. Dans l'iconographie occidentale traditionnelle, les miroirs sont les instruments de la vanité et de la perte d'identité, mais entre les mains des peuples colonisés, dans les représentations post-coloniales, la signification du miroir change. Il devient un outil révolutionnaire dans lequel les visages se dévoilent, dans lequel l'autochtone s'affirme comme différent, comme l'autre, et prend soudain l'identité de l'ennemi. Quand Eliane arrive à Hué avant les fiançailles de Camille et Tan, le premier regard qu'elle échange avec la jeune fille se fait par l'intermédiaire d'un miroir. Camille y apparaît torse nu, les cheveux lissés selon la mode asiatique. Ce reflet n'est pas l'image d'une identité française. Pour la première fois, Camille est présentée dans son altérité anamite, dépourvue des attributs, robes, chaussures, coiffure, qui lui conféraient artificiellement une identité française. Cette scène, où la nudité de Camille signifie son refus de l'Occident, est doublée par la scène où Tan et elle retirent leur costume traditionnel de fiançailles. Ce dépouillement symbolique de tout apparat, et donc des apparences de soumission au régime mandarinal de Hué, signifie pour les deux jeunes gens l'abandon de l'ordre ancien. C'est ce qu'explique alors Tan à sa mère. Tan en français. Camille est libre en vietnamien sous-titré. Elle est entrée dans sa vie, une vie qui ne doit rien à personne. Moi aussi je pars. Madame Minh Tam, en vietnamien sous-titré. Ose dire que tu abandonnes l'autel de tes ancêtres. À genoux. Je l'ordonne de te mettre à genoux. Tan, l'obéissance a fait de nous des esclaves. Le rejet de l'ordre colonial français se double d'un rejet de l'ordre dynastique anamite, à la maturité physique, qui transforme la jeune fille en femme animée de sentiments et de désirs, correspond la maturité intellectuelle et l'émergence d'une conscience politique. La troisième étape de l'initiation de Camille est l'accession au statut de mère qui l'amène au sacrifice suprême, celui de son enfant sur l'autel de la cause nationale. Le montage alterné, de la révolte villageoise animée par Chui, et de l'accouchement de Camille, fait ainsi entrer son personnage dans la quatrième phase de son évolution. Passionnariat du mouvement d'indépendance vietnamienne, identifié à la fin du film comme la princesse rouge. Le trope de l'infantilisation se trouve annulé par l'accession à la maternité. De jeune fille innocente et naïve, Camille devient donc une femme blessée par le sacrifice de sa famille, prématurément vieillie par son séjour au bagne, l'égérie d'une révolution nationale, et pour finir une femme politique influente envoyée à Genève pour signer les accords de paix de la guerre d'Indochine. Le mythe du péril jaune incarné par Camille est donc modernisé. D'une part, le manichéisme du discours colonial originel, synthétisé dans le syllogisme suivant, « Si le blanc est le bien, le jaune n'étant pas le blanc ne peut être le bien », est nuancé. Camille n'est pas diabolisée, mais sans doute est-ce parce qu'elle a été élevée par une Française ou parce qu'elle est suffisamment jeune pour que ses actes, y compris dans leur dimension anti-occidentale, soient mis sur le compte de l'exaltation de l'adolescence. Ces deux raisons se conjuguent pour dresser le portrait émouvant d'une jeune femme passionnée en quête d'absolu amoureux et politique. D'autre part, l'engagement politique de Camille est lui aussi détourné. Ainsi c'est moins le péril jaune, que le péril rouge, qu'elle finit par incarner, les motivations nationalistes s'effaçant devant l'idéologie communiste. La menace du péril jaune est désamorcée par le personnage, conformément aux impératifs du discours post-colonial qui se doit d'éviter toute stigmatisation de la différence fondée sur des critères raciaux, alors qu'à l'inverse depuis la chute du bloc communiste, il est courant de diaboliser les révolutionnaires rouges. Quand il s'agit d'identifier l'ennemi, Indochine fait donc référence à des motivations politiques avant d'aborder la couleur de la peau. Mais ce parti pris nous semble contestable, tant le racisme était le principal pilier de l'ordre colonial. De fait, il ne s'agit que d'une réactivation hypocrite du péril jaune, puisqu'à l'écran si les personnages sont toujours identifiés comme communistes, ils n'en restent pas moins physiquement asiatiques. Certes le critère désignant l'altérité et l'engagement politique, néanmoins la différence de couleur de peau bien que absente du texte, n'en est pas moins invariablement présente à l'écran. Indochine tente d'occulter la dimension raciale du colonialisme, au profit d'un aspect plus idéologique de la confrontation entre l'autre et le même. Mais dans le cas précis de la représentation cinématographique, le non-dit ne saurait correspondre avec le non-su, et encore moins avec le non-vu.
D'un point de vue diégétique, la première remarque à propos de Indochine porte sur sa structure. Tout le film se construit autour d'un long flashback par lequel Eliane de Vries raconte à son petit-fils Étienne, fruit des amours de sa fille adoptive Camille, princesse d'Annam, avec Jean-Baptiste, officier de la marine française, l'histoire de leur famille et de l'Indochine dans les dernières années de présence coloniale française avant qu'elle n'émigre en Europe avec l'enfant. L'analepse n'est cependant pas immédiatement compréhensible. Dès les premières images, certes, l'histoire est très explicitement narrée par Eliane puisque c'est son récit off de l'enterrement des parents de Camille qui se greffe sur les images des barques composant le cortège funéraire du couple princier d'Annam sur la rivière des Parfums. Mais cette voix off, si elle est clairement identifiable, ne nous indique pas pour autant que le narrateur se situe dans un ailleurs spatial et temporel, les rives du lac de Genève le 20 juillet 1954. Nous ne comprenons cette distance historique et géographique qu'après 1h10 de film, sur un total de 2h25, lorsqu'un plan rapproché d'Eliane, toute de noir vêtue et portant des lunettes teintées masquant son regard, nous transporte dans un décor de café européen. Eliane est assise aux côtés d'Étienne, elle vient de s'interrompre dans son récit, le temps présent de la diégèse investit donc l'écran et l'Indochine présentée jusqu'alors dans le film intègre sa juste dimension mémorielle. D'un point de vue symbolique, ce choix narratif opère surtout une captation de la parole et de la mémoire par un personnage français d'une part et d'autre part féminin. Comme l'expliquent Ella Shoah et Robert Stam dans leur étude de l'européocentrisme culturel, toute représentation se positionne dans la sphère du simulacre, elle nous est donnée comme authentique quand elle est le fruit d'une médiation. La représentation est une parole rapportée, elle pose le problème de la délégation. Ici le blanc, l'européen, le français s'exprime sur la réalité coloniale mais ce point de vue aussi objectif soit-il ne peut prendre en compte la réalité du colonisé. Dès lors, nous comprenons que tout ce qui nous est montré de Camille, ses mots comme ses actes, nous parvient par l'intermédiaire double. De sa mère, première mise à distance générationnelle et affective justifiant les zones d'ombre du récit, et d'une occidentale, deuxième décalage, culturel cette fois, puisqu'Eliane, bien que née en Indochine, reste l'incarnation de la civilisation colonisatrice comme le prouve son statut de propriétaire terrien. Le comportement de Camille nous est donc restitué par le biais d'Eliane, de ses souvenirs, de son regard, de sa voix, comme en atteste l'irruption épisodique de la voix off pour traiter de moments de la vie de la jeune fille échappant à la connaissance exacte de sa mère mais connue d'une narratrice omnisciente. En cela Camille ne peut, à notre avis, apparaître comme un des personnages principaux d'Indochine. L'intégralité du film étant une projection de l'Indochine au travers du filtre d'Eliane et de son histoire, il nous semble plus correct d'établir une distinction entre l'unique personnage principal du film, d'ailleurs seul à figurer sur l'affiche, Eliane, et les rôles secondaires des autres protagonistes, en tête desquels Camille, intervenant à l'intérieur de cette introspection-projection. Camille est mise en scène par le récit d'Eliane au sein duquel elle assume progressivement, en tant qu'asiatique, tout un éventail de stéréotypes liés à l'ensemble de ses statuts diégétiques. Enfant, congaille, femme adulte amoureuse et rivale de sa mère, rebelle nationaliste, passionnariat communiste. L'ensemble de ces rôles stéréotypés contribue à ce que le récit des amours du couple mixte Camille-Jean-Baptiste, fait par Eliane, soit mis en abîme en tant que légende fondatrice de la nation vietnamienne. Camille nous semble donc être un personnage, et non une véritable personnalité autochtone. Elle est une forme creuse qu'Eliane en tant que narratrice-conteuse vit quasiment par procuration, habite de ses mots, sentiments, qu'elle invente par le fait même qu'elle la raconte. Pas plus dans Indochine que dans les autres films portant sur le colonialisme en Indochine, l'autochtone n'a donc droit à une parole libérée de la tutelle blanche, et se faisant à l'égalité des statuts diégétiques. Le personnage de Camille n'est pas encore parvenu à s'émanciper, à s'affirmer comme l'égal potentiel d'une Européenne, comme héroïne de fiction au même titre que la blanche Eliane. L'identité de Camille, médiatisée par le personnage de sa mère adoptive française, ne saurait donc être considérée comme véritablement annamite mais supposée telle à partir d'un point de vue occidental. Ce constat indique la partialité du portrait, notamment en termes de stéréotypes propres à la représentation de l'altérité sur des critères dits raciaux. Beauté, jeunesse, obéissance aveugle, naïveté, puis rébellion, violence, ingratitude, etc. apparaissent comme autant de passages obligés dans la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.